Rebonjour à toutes et tous. Je vais vous laisser en bonne compagnie avec Gillo, que vous avez vu tout à l'heure, Gillo Malpart, président fondateur de Mavana, qui va vous parler des arrière-cuisines de l'IT for Green, je crois. Je pense que ça va être passionnant. Merci beaucoup. Bien, rebonjour à toutes et à tous. Alors, on m'a sucré 5 minutes, donc je vais essayer quand même de faire quelque chose dans les temps. Donc je suis Gillo, je pense que mon visage est connu désormais, enchanté pour celles et ceux que je n'ai pas déjà rencontrés. Donc effectivement, il y a 5 ans, j'ai quitté mon entreprise précédente, qui était un grand groupe international qui fabriquait des objets connectés, pour créer une autre entreprise dont la raison d'être serait d'apporter un peu d'éco-responsabilité dans le milieu des faiseurs du numérique et des utilisateurs du numérique. Avec pour ambition qu'en 2025, nous serions prêts, nous, Mavana, à aider les organisations à prendre conscience des coûts environnementaux du déploiement des technologies numériques et éventuellement à aider la décision sur quels sont les secteurs d'activité, les cas d'usage où il serait pertinent de déployer des technologies numériques et en particulier de l'Internet des objets, parce que c'était mon métier. Alors tout ça pour dire que aujourd'hui, le thème de cette conférence, c'est important pour moi parce que c'est l'avènement d'un investissement de 5 ans que nous, les différents cofondateurs et les salariés de Mavana, avons œuvré jour après jour pour tenter d'arriver à une façon de faire, une façon qui pourrait être adoptée par différents acteurs du secteur pour prendre en compte ces coûts environnementaux et sociaux des technologies pour pouvoir décider tout ça. Et puis, vous allez le voir, c'est d'autant plus intéressant pour moi que en fait, les pouvoirs publics s'en sont saisis. Et donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ce n'est pas l'œuvre d'une entreprise, mais vraiment de toute une gamme de la France qui a travaillé là-dessus. Alors, on l'a intitulé, cette conférence, « Le numérique au service de l'environnement, derrière le mythe, une réalité, point d'interrogation ». Pourquoi on va vous raconter ça? C'est parce que, vous le savez, et ça, c'est la fameuse image de futur heureux que j'évoquais tout à l'heure. Vous le savez, depuis maintenant 30 ou 40 ans, on se dit que l'informatisation ou la numérisation de différentes activités peuvent nous aider à optimiser les consommations énergétiques. Et maintenant, on parle même d'aider la transition écologique. Ça, c'est un peu le rêve qu'on se présente tous. Et donc, le futur heureux, alors, il y a de la nature, il y a une porte, il y a des opportunités. Voilà, j'ai trouvé que c'était une belle allégorie, beaucoup plus que les images qui m'avaient été proposées par le système de recommandation, qui étaient principalement des choses très artificielles et minérales. Alors, ça sont les promesses. Ces promesses, elles sont basées sur, je pense, 3 catégories principales. La première, c'est que les technologies numériques vont se substituer à d'autres activités qui seraient plus émissives ou plus impactantes d'un point de vue environnemental. Alors, se substituer, qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, les systèmes de visioconférence se substituent à un déplacement. Bon, là, ça semble évident. Plutôt que de prendre l'avion pour traverser l'Atlantique, maintenant, je peux parler avec mes clients, mes collègues qui sont situés en outre-Atlantique. Substitution. Deuxième, c'est optimisation. Optimisation, je pense qu'on peut comprendre aussi des systèmes numériques qui nous permettent de moins consommer d'énergie parce qu'il y a une optimisation des rendements, de la performance, une maintenance préventive qui permet de ne pas casser les machines, etc., etc. Premier pilier, substitution. Deuxième pilier, optimisation. Et le troisième, c'est l'innovation. Et ça, c'est le cœur des différents entrepreneurs de la tech, et notamment en Occitanie. On va innover pour transformer radicalement le marché. Alors cette transformation peut même être très bénéfique et très intéressante, comme le changement de modèle économique. Grâce à la technologie, on va passer du modèle où je vends un produit à un modèle où je vais pouvoir le louer et éventuellement faire de l'économie circulaire et de la fonctionnalité et de la coopération. Donc ça, ce sont les trois piliers que j'observe depuis maintenant bientôt 25 ans, quand j'étais encore sur les bancs de l'école avec Aurélie. C'est les 3 piliers qui font qu'on se dit les technologies numériques, ce sont celles qui vont nous aider à avoir des belles promesses de futur radieux. Mais, et oui, il y a le principe de réalité. Donc, toute personne qui un jour a dirigé une quelconque équipe, que ce soit une équipe de foot, de volley ou une équipe professionnelle, sait qu'un plan est fait pour échouer et qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas se passer correctement. Alors dans ce mais, le mais dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est qu'en réalité, les technologies numériques,
de manière intrinsèque, elles portent des dommages environnementaux et sociaux. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé des impacts environnementaux, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je pense qu'on peut comprendre, et toutes les personnes qui sont là et qui ont vu les anciennes éditions de Green IT Day, pour vous, ça ne va pas être neuf, les technologies numériques portent des impacts environnementaux, de la fabrication, de leur utilisation, de la fin de vie, etc. etc. Je ne suis pas là pour vous bassiner avec ça. Toutefois, on a parlé du programme Alt Impact tout à l'heure, il y a quand même des études, en France notamment, mais pas que, qui montrent qu'il y a une certaine matérialité en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de consommation d'électricité, et notamment depuis l'explosion des systèmes d'intelligence artificielle générative, on a une augmentation drastique des consommations des centres de données, que ce soit en eau, en énergie, etc. etc. C'est pas neuf pour vous. Ça, c'est ce que nous appelons les coûts directs. Ce sont les coûts où on met en œuvre les technologies. Mais il y a les coûts indirects. Et donc, le constat, c'est que d'un côté, on dit les technologies, elles sont hyper positives, elles vont nous aider dans la transition écologique. Et d'un autre côté, on se dit, oui, mais en fait, elles sont hyper pesantes. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi la présentation du Shift Project cette semaine sur les systèmes d'intelligence artificielle, ça va exploser. L'Agence internationale de l'énergie l'avait dit aussi un peu plus tôt cette année, on va multiplier au moins par 3 les consommations énergétiques des centres de données d'ici à 2030 du fait de l'explosion des systèmes d'intelligence artificielle. Et donc on se retrouve avec des injonctions contradictoires. Bon, alors, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien finalement les technologies numériques ? Moi qui suis entrepreneur, qui veux lancer une techno, je crois que je vais changer le monde. Est-ce que finalement, je suis pas en train de faire de la ou est-ce que en fait mon truc il va vraiment être bien ? Ces injonctions contradictoires, nous les vivons individuellement. On en a parlé tout à l'heure aussi, même dans nos usages des systèmes numériques. On les vit collectivement dans un marché, et on les vit même à l'échelle internationale. Parce qu'il faut bien penser que quand on prend une décision, nous ne sommes pas seuls, isolés dans notre coin, il y a autour de nous d'autres entités, individuelles, privées et publiques, qui agissent également. Comment on fait pour s'en sortir ? Parce que nous sommes face à ce dilemme. Est-ce que c'est la partie plutôt positive ou la partie négative auquel je me confronte et dans quel camp je me situe ? Hier, je disais lors du dîner Green IT Day avec le copy, les organisateurs, que la vraie liberté, c'est celle où on se situe dans la position de se dire qu'on n'est peut-être pas dans le bon camp. Et que peut-être que, il faut franchir la ligne. Et tant qu'on ne se pose pas cette question, on n'est pas vraiment libre. C'est qu'on est dans un train et on ne peut pas sortir du wagon. Je suis désolé, Christian, on est dans le train, on ne peut pas sortir, quoi. Enfin... Ou alors on va sortir mais on sera en retard. Si le train passe. Je suis désolé. C'est que je t'aime. Non, la vraie liberté, c'est de pouvoir sortir quand on veut. Ou de rester, si on pense que c'est pertinent. Et donc, j'ai parlé tout à l'heure des effets directs, les coûts environnementaux, et il y a les effets indirects. C'est tout le reste. Les coûts environnementaux du numérique. Donc, je rappelle pour ceux qui ne les connaissent pas, l'empreinte carbone du numérique en France, c'est 4,4% des émissions de toute la France. Et puis dedans, il y en a environ la moitié, c'est le matériel, et 46%, c'est les centres de données, et 4%, c'est les réseaux. Tout ça, c'est les coûts directs. Et il y a tout le reste. Alors, tout le reste, c'est quoi ? Alors, je suis désolé, c'est peut-être un peu petit. Fanny n'a pas retouché mes slides. Donc là, il y a 2 trucs. Alors j'ai peut-être mis des petites étoiles pour dire c'est magique. C'est les promesses du numérique. Il y a les effets d'optimisation. Donc là, je donne un exemple avec l'utilisation du GPS. Je pense que tout le monde a utilisé un système d'assistance routière dans sa vie. Alors peut-être pas les conducteurs de train. Peut-être pas. Grâce au système GPS, on a un meilleur routage. Et on arrive à l'heure, à notre rendez-vous, quand on nous a dit « tu es à 8h30 à les citer ce matin ». Mon GPS m'a dit « hop, tu vas arriver à 8h31 ». Ok, j'accélère, paf, j'y suis, pas 8h30, je suis là. Grâce au système numérique, qui m'a fait éviter les bouchons, etc. La deuxième promesse, c'est la substitution. Je remplace mon ancienne carte papier. Bon, là, pour venir jusqu'ici, je connaissais à peu près la route, mais pour partir en vacances, j'avais une carte papier. Donc là, on a les 2 effets, substitution et optimisation. Sauf qu'il y a tout le reste.
Donc non, c'était pas une erreur, c'était effectivement tout petit, parce qu'il y a les effets directs. Donc dans les effets directs, sur l'exemple du GPS, on parle de la fabrication du système lui-même, coûts environnementaux. On parle de l'utilisation du système GPS lui-même, donc usage, consommation d'électricité, etc. Alors en France, on a de la chance, on a l'électricité décarbonée, sauf que le téléphone il est chargé dans une voiture qui est thermique, qui consomme du pétrole. Donc l'utilisation de l'électricité de mon système GPS dans la voiture, ce n'est pas le mix électrique de la France, c'est le mix électrique de mon carburant de mon véhicule. Ça aussi, ce sont des coûts directs. Et puis, il y a aussi la fin de vie de mon GPS qui, un jour, sera mis au rebut. Il y a des effets indirects, des effets rebonds. On en a souvent parlé à différentes occasions. C'est que j'économise du carburant, j'économise du temps. Pourquoi pas, maintenant, je vais plus loin. Enfin, voilà, je me déplace. Je vais même déménager. Parce qu'en fait, maintenant, pour venir à la Belge, c'est plus facile, etc., etc. Des effets rebonds. Et puis, il y a même des effets rebonds de l'ordre macroéconomique où, finalement, grâce au GPS, les livreurs DHL et UPS et Amazon vont pouvoir venir chez vous en temps et en heure et vont vous livrer vachement vite. Et finalement, on augmente tout parce que maintenant, on a plein de colis, parce qu'on clique et paf, enfin voilà, vous imaginez l'explosion de tout ça. Ça, ce sont les effets indirects. Alors, ici, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien la finance ici, je vous ai mis un peu un graphe, donc en escalade, où on voit sur la gauche ce qu'on appelle le scénario de référence. Donc ça, c'est le scénario avant d'introduire les technologies numériques. C'est-à-dire, moi qui pars en vacances avec mes parents, il y a une petite carte papier, et on roule. On introduit le système GPS, ce sont les effets directs. Donc là, on rajoute des coûts environnementaux, parce qu'il a fallu produire, utiliser le système GPS, etc. Mais grâce au système GPS, je réduis mes consommations de carburant, parce que maintenant, je sais exactement où je vais. Et puis même maintenant, il y a la petite feuille verte pour vous dire ici, ce chemin-là, il est plus écologique, etc., etc. Là, j'ai un effet de réduction, ce qu'on appelle un effet de second ordre. Mais une fois que j'ai réduit tout ça, j'ai un effet de second ordre, c'est que peut-être que maintenant que je suis plus efficace, je vais faire plus de kilomètres, parce que maintenant je vais partir plus loin, ou je vais visiter différents lieux, etc. etc. Et puis ensuite, j'ai des effets d'ordre supérieur positif, c'est que maintenant l'ensemble de la France se comporte correctement. Et avant, on avait juste Bison Futé qui nous disait c'est rouge et noir. Maintenant, avec le GPS, on sait exactement quand il faut reprendre la route, etc., etc. Et puis ensuite, on a d'autres effets macroéconomiques négatifs qui sont peut-être que, en fait, l'ensemble de nos consommations de véhicules, etc., change. Et puis là-dedans, on parle que des effets environnementaux. Je ne parle même pas des effets psychosociaux. Par exemple, ça a sauvé le couple de mes parents, quoi. Enfin, parce qu'avant, ils s'engueulaient tout le temps avec la carte. Maintenant, grâce au GPS, il n'y a plus de débat. Bon, ils ont quand même divorcé, mais après, ils sont remis ensemble. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est un exemple où l'effet net, total, donc quand on somme tous les effets, là, on arrive à un scénario alternatif où on a mis du numérique qui est positif. C'est-à-dire que ces effets environnementaux sont inférieurs à la situation de départ. Et ça, c'est ce qu'on veut. Quand on est entrepreneur du numérique, quand on est membre de Digital 113 et qu'on veut que le numérique continue à exister, on veut ça. On veut que les effets, au final, soient plutôt faibles que ce qu'il y avait au départ. Il y a des situations où les effets sont supérieurs. Alors comment on fait pour distinguer ça? On prend sa petite calculette, on regarde les coûts environnementaux de mon objet connecté, ou je ne sais quoi. Il me semble que hier, Anne-Claire t'a parlé de détection de fuite d'eau dans les collectivités. Alors, différents systèmes existent. Hier, il me semble que tu as parlé de système basé sur système d'intelligence artificielle, d'autres qui s'appuient sur des capteurs connectés qui sont dans la rue, etc., enfin, dans les souterrains. Tout ça, ce sont des effets directs. Et puis derrière, on voit quelles sont les économies qui sont faites. On somme tout ça et à la fin, on se rend compte si c'est positif ou négatif. Cet exercice, on peut le faire en amont du projet, ou pendant le projet, ou en aval. Mais à l'échelle d'un État, comment on fait pour piloter tous ces cas d'usage, toutes ces variations de mise en œuvre? Ça, c'est une question que l'État s'est posée il y a quelques temps. Alors, je vais vous raconter la petite histoire de la genèse, parce que j'ai déjà pris 15 minutes à vous raconter le début du projet, sans même vous parler de ce qu'on en a fait. Alors, vous vous en souvenez peut-être, il y a une convention citoyenne pour le climat qui a eu lieu il y a maintenant 5 ans, 6 ans. Et cette convention citoyenne avait abouti à pas grand-chose, mais avait abouti à certaines choses quand même. La loi climat et résilience de 2021. Alors pour ceux et celles qui ont la mémoire courte, la loi climat et résilience, c'est celle qui imposait, par exemple,
il me semble que c'est celle qui imposait les différents éco-scores, par exemple pour les textiles, les machines à laver, etc. C'est celle qui imposait, ou celle qui donnait le droit aux municipalités d'interdire les écrans publicitaires à certains endroits ou à certaines heures. Voilà, il y avait différents éléments dans la loi climat et résilience qui étaient nous allons prendre en compte le fait que nos activités ne sont pas neutres d'un point de vue climatique. Et il y avait notamment dans cette loi climat et résilience le fait que le Haut Conseil pour le climat allait pouvoir, tous les 3 ans, noter les politiques publiques et dire on est d'accord, on n'est pas d'accord, vous allez dans le bon sens, vous n'allez pas dans le bon sens. Il n'y avait pas que le Haut Conseil pour le climat qui est né suite à ça, il y avait également le Haut Comité pour un numérique éco-responsable. Alors c'est une initiative interministérielle. À l'époque, il y avait le ministère de la Transition écologique, le ministère de la Transition énergétique et le ministère du numérique. Alors, on n'a plus de ministère du numérique, il n'est plus là, mais à l'époque, il était là. Et ils ont décidé de lancer une grande initiative qui s'appelle, pour les intimes, le HCNE, dont j'ai eu l'honneur de participer à différents titres, pour pouvoir rédiger une feuille de route de décarbonation du numérique pour la France, à une échelle 2030-2035. Cette initiative a été scindée en 5 groupes. 5 groupes de travail. Un premier groupe qui travaillait sur comment allons-nous décarboner les terminaux. Donc les laptops, les écrans, les objets connectés, etc. etc. Et j'ai eu la chance de piloter le groupe Objets connectés. Et nous avons rédigé, avec un ensemble d'une vingtaine d'entreprises qui ont plutôt pignon sur rue sur la France, et je me tourne vers James ici, parce que Altior a gentiment contribué avec moi à ces réflexions, et on a rédigé un ensemble de bonnes pratiques pour réduire l'impact environnemental des objets connectés en France. Un deuxième groupe qui était spécialisé sur comment allons-nous réduire les impacts environnementaux des centres de données. Un troisième groupe sur comment allons-nous pouvoir pousser de la sobriété dans les usages dans le monde professionnel. Un quatrième groupe sur comment allons-nous réduire les impacts environnementaux des réseaux. Et puis, les ministères s'étaient arrêtés là. Et puis, il y a des fédérations professionnelles qui sont arrivées, qui ont fait « Hey, mais attendez, le numérique, ça va aider à décarboner les autres secteurs aussi ». Après moult négociations, le GT5, intitulé « Numérique au service de l'environnement », est né. Alors, à titre personnel, j'ai contribué au GT1 sur l'IoT, au GT3 sur la sobriété des usages et à ce fameux GT5. Et dans ce GT5, nous avons réfléchi à différents cas d'usage dans lesquels il semblait intéressant que le numérique puisse être mis en œuvre pour aider à réduire les impacts environnementaux. Et on s'est rendu compte que les points de vue divergeaient beaucoup. Il y avait dans ce groupe de travail le SIGREF, Numéum, moi, Boavista, le Shift Project, etc. Et de session en session, on n'arrivait pas à converger. Et donc, la conclusion, alors on n'arrivait pas à converger, on a quand même rédigé quelque chose qui n'était pas rien du tout, mais fort de cette expérience, les ministères ont mandaté l'ADEME, dans le cadre du programme Alt Impact qu'on a évoqué tout à l'heure, de lancer une étude qui s'appellerait évaluation environnementale des effets directs et indirects du numérique pour des cas d'usage. Étude que nous appelons de manière un peu plus courte IT for Green. L'ADEME lance un appel d'offres. Cet appel d'offres a été remporté par des gens qui sont très heureux de vous présenter aujourd'hui les résultats. Alors, je rappelle, c'était une initiative interministérielle, donc ces ministères ressemblent à ça aujourd'hui, mais c'est pas les ministères eux-mêmes qui agissent et qui travaillent. L'ADEME pilote l'étude, et pour mener cette étude, nous avons créé un consortium avec Mavana, l'organisation que je représente aujourd'hui, Hublot, que je pense pas mal de monde qui s'intéresse un peu au numérique responsable et aux impacts environnementaux du numérique connaissent. C'est une entreprise qui est principalement basée à Paris, mais pas que. Il y a Eric Fourboul qui est également basé à Montpellier, enfin en tout cas pas très loin de Montpellier, et qui sont parmi les experts sur la comptabilisation des technologies numériques, au même titre que Mavana. Et eux, par exemple, ont contribué de manière importante dans une étude qui est sortie récemment sur l'impact environnemental des systèmes GPU utilisés par Mistral. Alors, quand vous avez vu les résultats sur Mistral il y a quelques semaines ou mois,
Hublot a fait partie des personnes qui ont travaillé là-dessus. Et dans Hublot, alors à l'époque il n'était pas chez Hublot mais maintenant il l'est, il y a également Gauthier Roussil. Pareil, Gauthier Roussil que je pense est la personne la plus citée en France et à l'international dès lors que l'on parle d'impact environnemental des technologies numériques et impact indirect, parce que c'est un chercheur qui a rédigé beaucoup de choses dessus. Il a un site web où il parle un peu de toutes ses pérégrinations et réflexions autour de ces impacts. Il a rejoint Hublot un peu plus tôt cette année. Et l'entreprise Dès Demain, portée par Julie Orgelet. Je sais pas, Julie devait être là aujourd'hui, mais je vois qu'elle n'est pas là. Julie Orgelet, qui est, donc, pour vous donner la référence, l'une des personnes clés qui avait produit en 2020 et 2022 les études sur l'impact environnemental du numérique en France. Donc vous voyez, on avait mis quand même une équipe des winners, quoi. Et le consortium s'appelle Marujo, parce que c'est Ma comme Mavana, R comme Roussil, U comme Hublot et Jo comme Julie Orgelet. Voilà, vous avez les secrets. Sauf qu'on n'est pas tout seul. Parce que pour pouvoir faire ça, notamment à l'échelle de la France, il nous a fallu de l'aide d'un comité de pilotage qui est constitué, vous pouvez le voir ici, de pas mal de fédérations professionnelles et de think tanks et des différentes instances institutionnelles qui sont là pour nous aider à piloter différentes politiques publiques, éventuellement à être des relais pour solliciter différents acteurs du marché, parce que nous seuls, on ne pouvait pas faire grand-chose. Il a fallu qu'on sollicite un nombre impressionnant de collectivités, de faiseurs, d'utilisateurs de ces technologies pour arriver au résultat que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui. Alors, le projet, on l'a mené en plusieurs étapes. D'abord, on a fait une analyse comparative des méthodologies qui existent déjà aujourd'hui en France, en Europe et dans le reste du monde. Alors, je vais vous épargner les différents acronymes des méthodologies, sinon on va croire que je suis un salarié d'Airbus. Il y en a plein. On a fait un travail relativement long. Quand je dis on, c'est beaucoup Gauthier et David de Hublot qui ont fait un travail phénoménal de recensement, d'analyse comparative, de quelle méthode fait comment, etc., etc., avec la conclusion qu'il fallait qu'on développe notre propre méthodologie, et je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Ensuite, on a fait une analyse qualitative de ces usages. Donc on a regardé différents types d'usages des technologies numériques et on a tenté de qualifier quels sont les effets directs et les effets indirects, etc., de ces différents cas d'usage, pour ensuite arriver à une analyse quantitative, c'est-à-dire qu'on va donner un chiffre en disant tel cas d'usage dans tel contexte, paf, positif, tel cas d'usage dans tel contexte, paf, négatif, etc., etc. Alors c'est facile quand je dis comme ça sur un slide avec 3 carrés, mais c'était relativement complexe. Alors comment on s'y est pris ? Hormis le choix de la méthodologie, etc., il a fallu déjà choisir quels sont les secteurs d'activité qu'on veut prioriser. Parce que vous imaginez bien que le numérique irriguant tous les secteurs d'activité de France, on n'allait pas pouvoir en 2 ans tout travailler. Alors on a travaillé avec le comité de pilotage et les instances gouvernementales, Direction générale des entreprises, Commissariat général du développement durable, etc., etc., pour choisir, pour prioriser des cas d'usage, des secteurs d'activité. Et il a été sélectionné certains secteurs d'activité parce qu'ils étaient déjà intégrés dans la stratégie nationale bas carbone. Dès lors qu'ils étaient dedans, on s'est dit, bon, c'est quand même une priorité, donc on va regarder les cas d'usage dans ces secteurs. Donc bâtiment, agriculture, industrie, mobilité et transport, énergie, ville et collectivité. Et puis on a ajouté les secteurs santé et retail. Santé parce qu'on pense que c'était important quand même, parce que si on fait tout ça, c'est pour qu'on soit tous en bonne santé quand même dans 15 ans. Et retail parce qu'on voyait qu'il y avait une explosion de différents systèmes d'achat en ligne, de reconditionner, etc., etc. Une fois qu'on a sélectionné ces secteurs d'activité, on a fait un appel à candidature de cas d'usage. Donc on a dit, bon, nous on pense qu'il y a ça, 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 etc. On a publié un peu en disant, proposez-nous des cas d'usage où vous pensez que le numérique peut être intéressant. Nous avons reçu 160 propositions de cas d'usage et on a arrêté de compter à ce moment-là, on a fermé la vanne, on dit, on ne va pas s'en sortir. Et ensuite, avec le comité de pilotage et une grille d'analyse, on avait mis en place une grille d'analyse sur est-il possible d'avoir des informations, est-ce que la technologie est relativement mature, ce qui nous permettrait quand même d'avoir des retours d'expérience, etc., etc. Nous avons sélectionné 30 cas d'usage qui semblent intéressants d'étudier d'un point de vue qualitatif. Cette étude qualitative, nous l'avons publiée en novembre 2024.
Elle est disponible sur librairie.adem.fr. C'est le petit QR code qui est ici, là. Si vous voulez scanner, vous arrivez sur la page où vous pouvez télécharger cette étude. Et si vous n'allez pas directement sur la bonne page et que vous allez sur librairie.adem.fr, vous pouvez, dans la barre de recherche, rechercher le titre complet de l'étude, évaluation des effets directs et indirects, ou juste IT for Green, et vous allez tomber dessus. Version en anglais et la synthèse également, enfin la synthèse en anglais et le rapport complet et la synthèse en français. Donc 30 cas d'usage qui ont été sélectionnés, et ensuite il a fallu faire des études quantitatives. Mais pour respecter les budgets de l'État, on a dû se restreindre à n'en étudier d'un point de vue quantitatif que 10. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors 10 cas d'usage, les voici. La première, c'est la gestion de l'ampacité. Alors, c'est un terme relativement inconnu. Pour faire simple, c'est la gestion de la capacité des lignes électriques à avoir des ampères et à distribuer de l'intensité électrique aux consommateurs français, et notamment aux deux plus gros consommateurs, Enedis et, je suis désolé Christian, la SNCF. Donc ce sont les deux plus gros consommateurs, mais ce n'est pas les seuls. Et l'objectif là, c'est de travailler. Donc on a travaillé avec RTE, pour voir comment l'introduction de systèmes numériques leur permet de gérer la production et la distribution des énergies intermittentes, et notamment des énergies éoliennes. Parce que, selon RTE, il était quasiment indispensable de numériser toute une partie du réseau pour pouvoir gérer les énergies intermittentes correctement. Et donc, on a travaillé là-dessus. On a étudié, donc, vous vous souvenez tout à l'heure, situation de référence, on rajoute du numérique, on réduit, on augmente, on réduit, on augmente, tac, 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 tac. On a obtenu des résultats à l'échelle de la France que nous avons publiés au comité de pilotage en avril et qui seront publiés pour tout le monde le 5 novembre prochain. Deuxième cas d'usage, la gestion de l'éclairage public. Alors souvenez-vous, l'éclairage public, avant on avait des luminaires, hop, ça cassait, il y avait quelqu'un qui arrive, qui voit que ça ne marche pas, il appelle son copain qui vient réparer, etc. Ou alors il y avait une personne du voisinage très ronchonne qui appelait en disant « j'ai plus de lumière devant chez moi, venez réparer ». Maintenant, il y a beaucoup de collectivités qui ont installé des systèmes numériques pour opérer et automatiser un peu toutes ces détections. Un troisième cas d'usage qui est maintenant relativement connu, c'est la gestion des pneumatiques, notamment des pneumatiques poids lourds, où plutôt que de vendre des pneus, on vend des kilomètres. Donc là, l'objectif pour nous, c'était de travailler sur l'économie de la fonctionnalité. Ce cas d'usage en particulier n'est rendu possible que parce que dans les pneus, il y a des capteurs numériques, des dispositifs qui sont connectés. Et donc il a fallu étudier un peu quels sont les surcoûts environnementaux d'intégrer tous ces capteurs et quels sont les éventuels avantages. Pareil à l'échelle de la France, du marché français. L'épandage d'engrais azotés. On parle beaucoup d'agriculture, mais il y avait très peu d'études qui essayaient de quantifier quels sont les effets environnementaux de numériser les systèmes de décision pour épandre ici ou là. Et là, l'un des avantages pour nous particuliers de travailler, enfin pour l'intérêt principal de travailler sur ce cas d'usage, c'était que contrairement à tous les autres, où on voit de manière évidente émissions de gaz à effet de serre, ça va réduire, etc. Et encore, l'épandage des engrais azotés, c'était des enjeux complètement différents. C'est de l'azote, de l'eau, et ce sont des métiers en tension, etc., etc. Nous avons travaillé également sur l'évolution des pratiques du télétravail. C'est pareil, c'est une étude qu'il a fallu faire et qui s'est avérée beaucoup plus complexe que ce que l'on peut penser au début, parce que dans ce cas d'usage, il y en a plein. Parce que dans ce cas d'usage, pour projeter à 2035, parce que j'ai oublié de le dire, mais l'étude, c'est pas juste la photographie d'aujourd'hui, c'est on tire le trait jusqu'en 2035 pour voir ce qui se passe. Et bien, il a fallu projeter l'évolution des pratiques démographiques, l'évolution du parc automobile, l'évolution des rénovations des domiciles, l'évolution de la politique foncière des différentes aires d'attraction, etc., etc. Et c'est l'un des cas d'usage qui est le plus scruté. Et si j'ai des sueurs de temps en temps, comme vous me voyez, c'est parce que je reçois des coups de fil de l'ADEME qui elle-même dit bon, d'un point de vue politique, il va falloir qu'on communique bien autour de ça. Ces cas d'usage que je viens de mentionner, ils sont en orange un peu plus foncé, tout simplement parce que ce sont les cas d'usage quantitatifs qui vont être publiés le mois prochain, le 5 novembre. Je vous donne rendez-vous. Il y aura une keynote à l'occasion d'un événement frère ou d'une situation sœur du Green IT Day, qui est le Green Tech Forum, qui aura lieu à Paris. Et ce jour-là, l'ADEME viendra présenter les résultats. Si vous y êtes, je serai dans la salle, on pourra en discuter. Les autres cas d'usage vont être publiés normalement en février 2026. Dans ces cas d'usage,
on travaille sur les systèmes numériques qui permettent aux propriétaires de panneaux photovoltaïques de gérer, de télégérer, de superviser leur production photovoltaïque. D'ailleurs, à ce titre, je fais un appel. Si parmi vous, il y en a qui utilisent ce type de système et qui ont des panneaux photovoltaïques, je veux bien que vous veniez me voir parce qu'on va lancer un questionnaire dans quelques jours pour récolter un peu les avis et les usages de ces différentes personnes. Ensuite, il y a, alors c'est dans une seule case, mais en fait c'est deux cas d'usage différents, la gestion technique des bâtiments. Bâtiments industriels d'une part et bâtiments tertiaires de l'autre. Alors je pense que vous le savez, maintenant dans la plupart des bâtiments, des bureaux, etc., il y a des petits systèmes numériques pour gérer la climatisation, le chauffage, etc. Et on voulait voir s'il était effectivement intéressant d'automatiser, de piloter ces différents systèmes grâce au numérique. Et bien sûr, on essaie de le faire à l'échelle de la France. Les plateformes de covoiturage journalier, quel est l'intérêt ou pas d'utiliser ces plateformes? À ce titre, pareil, j'appelle les différentes collectivités qui sont présentes. Si vous avez mis en place des systèmes de mise en relation de covoitureurs pour faciliter les systèmes de covoiturage, alors vous nous intéressez. On va avoir des retours d'expérience là-dessus. Et enfin, un sujet qui est cher également aux collectivités, la détection des fuites d'eau souterraines. Alors, on a fait le choix de ne pas nous appuyer sur les systèmes uniquement basés sur de l'IA et de l'analyse de la donnée, mais on voulait travailler sur les systèmes qui sont aujourd'hui les plus répandus, où on met dans le terrain du matériel, des dispositifs connectés. Et donc, on travaille là-dessus en ce moment même avec différents industriels et différentes collectivités. Donc, ces cas d'usage prévus en 2026. Alors, juste pour donner un peu plus de visibilité sur la façon dont on a travaillé, ici je vous affiche, alors c'est pas nous qui avons fait ce graphe, c'est un graphe qui est relativement connu par les différents acteurs de ce marché. L'idée c'est ça, c'est que vous avez une courbe dans le passé qui est voilà les impacts environnementaux du déploiement de cette technologie. Et puis en haut, vous avez ce qu'on appelle la baseline ou scénario de référence qui est qu'est-ce qui se passe si rien ne change. On tire le trait dans le futur. Et on commence à faire une projection en calculant les coûts. Éventuellement, si je prends l'exemple du télétravail, si le mix électrique de la France évolue dans 15 ans, il faut prendre en compte cette évolution de mix électrique. Si le mix du parc automobile évolue dans les 15 ans, on va prendre en compte cette évolution, etc., etc. Et ça va nous faire le scénario de référence. Et qu'est-ce qui se passe si on déploie plus massivement ou si juste on introduit une solution numérique? Là, on crée un scénario alternatif et on voit s'il est inférieur ou supérieur. Et on tire le trait et on regarde quel est son potentiel de bénéfice ou de dommage. Et donc ça, c'est ce qui nous nourrit depuis 2 ans. Là. Le matin, on se réveille, on est hyper titillé par les cas d'usage, on regarde, on cherche des informations, on ne les trouve pas, on les recherche encore, on les trouve, on fait les calculs, c'est des énormes calculs matriciels, mais au final, on arrive à des résultats. Sauf que ce que je vous ai présenté juste avant, là, ça, c'est une vue théorique sur une solution. J'ai une solution, un système GPS, je vais utiliser, j'arrive à faire les calculs, dès lors que je sais faire des multiplications, tout va bien. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand on est un État? C'était la question que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, c'est pour ça qu'on s'est dit, il va falloir qu'on introduise une méthodologie, donc une méthodologie qui sera labellisée ADEME, qu'on appelle pour l'instant IT for Green, et qui a déjà été saisie par l'AFNOR, qui a publié un papier en juin, me semble-t-il, sur les méthodologies IT for Green, etc., et qui s'est fortement appuyé sur la méthodologie que nous leur avions envoyée, mais que nous n'avons pas encore publiée. Parce que nous savions qu'on a fait tout un travail méthodologique, mais qu'il y a le principe de réalité. Et donc, qu'une fois qu'on va mettre en œuvre cette méthodologie sur les différents cas d'usage que je vous ai évoqués là, on va apprendre des choses, on va amender un peu la méthodologie. Et donc, la version finale de cette méthodologie sera publique, normalement en février 2026. Donc, c'est une méthodologie qui est IT for Green, ce qu'il y a de plus classique, entre guillemets, c'est je regarde les coûts, les avantages, etc. C'est tant que l'on peut une vue à l'échelle d'un État pour aider aux politiques publiques. Pourquoi est-ce que tout ça a eu lieu? C'est qu'il y a eu un moment où des injonctions de l'État qui est il va falloir que nous devenions des facilitateurs de la transition écologique et éventuellement des financeurs de la transition écologique. Alors on connaît tous MaPrimeRénov', qui bat un peu de l'aile, là, mais l'objectif de
premier de ce type de travail, c'est aussi de donner des éléments clés pour l'aide à la décision gouvernementale, pour dire on va subventionner tel ou tel secteur d'activité, tel ou tel déploiement, etc., etc. Donc il faut avoir une vue État. Deuxième chose, il faut avoir une approche territoriale. On a trouvé que c'était très important parce que, vous l'avez dû le voir tout à l'heure, quand on parle de gestion de luminaires publics, c'est pas du tout la même chose de gérer des luminaires publics à Clermont-Ferrand qu'à Toulouse Métropole. C'est pas du tout le même métier. De même, quand on parle de télétravail, c'est important de considérer l'aire d'attraction. C'est pas du tout la même chose de déployer des pratiques de télétravail dans l'aire urbaine de Brive que dans l'aire d'attraction de Nantes. Et donc l'idée, c'était de faire ça, de pouvoir faire des choses un minimum configurables, avec pour objectif que les collectivités publiques et les pouvoirs publics au sens large puissent se saisir de ce travail pour pouvoir ensuite quantifier dans leur situation spécifique les résultats. Et donc à ce titre, notre objectif, c'est qu'on puisse vous publier tout ça en février pour pouvoir vous en saisir. Je suis désolé Mathis, je vais prendre mes 5 minutes. Désolé. Ensuite, il y a les technologies numériques. Autant que faire se peut, on a tenté de les faire non spécifiques. L'idée, c'était pas de mettre la technologie de telle entreprise ou de telle entreprise. Donc on a tenté, dans tous les cas d'usage que je vous ai présentés ici, d'avoir des représentativités du marché. Alors, à l'exclusion de RTE, parce que bon, il n'y a qu'un seul RTE en France, donc là, de manière évidente, c'est la technologie qu'eux ont pu mettre en place avec leurs partenaires. Mais pour le reste, on a tenté d'avoir des portraits robots de différentes technologies dans les différents cas d'usage. Et puis, ça, c'était une de nos conclusions, mais en réalité, c'est une conclusion qu'on avait déjà en tête, parce qu'avant de faire cette étude, on avait quand même réfléchi à tout ça, c'est qu'il n'y a pas d'effet quantifié s'il n'y a pas un contexte. Une chose qu'on veut faire passer comme message, c'est qu'on ne souhaite pas que lorsqu'on publie ces résultats, les gens s'en saisissent en disant regarde, la technologie de gestion de l'éclairage public, c'est bon partout. Non, il faut tout le temps un contexte. Je rappelle, Clermont-Ferrand, Toulouse Métropole, c'est pas la même chose. Et donc, l'objectif à la fois de la documentation, de ce qu'on va publier et des calculateurs, parce que normalement, peut-être un calculateur, au moins un calculateur qu'on va rendre public. L'objectif, c'est que les gens puissent saisir leur propre contexte. Par exemple, le nombre de luminaires publics dans la collectivité, la superficie de cette collectivité, etc., pour avoir un résultat qui soit vraiment contextualisé. Je parle d'éclairage public. Je l'ai pris parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît. Enfin, on a tous marché un moment dans la rue avec des luminaires qui nous éclairaient. Alors ici, on a un scénario de référence qui est, c'est ce qu'on affiche sur la gauche, c'est les luminaires qu'on a connus depuis la révolution qui a précédé l'IA, c'est-à-dire l'électricité. Depuis, on n'a plus de fallotiers, ceux qui allumaient les réverbères, là, ils ne sont plus là. Maintenant, on allume automatiquement la nuit. Cette automatisation, elle est principalement analogique grâce à des horloges astronomiques qui permettent de savoir, en fonction du temps de la journée, de la journée dans l'année, à quelle heure le soleil va se coucher et se lever, etc., et allumer automatiquement les luminaires. Ça, c'est une situation de référence qui a eu lieu dans toute la France depuis environ 100 ans, avec un profil d'éclairage qui est « je m'allume, je m'éteins ». Ça, c'est la situation de référence. Et puis, lié à tout ça, il y a des opérations. Il va falloir maintenir, détecter des pannes, mettre à jour les profils, ou par exemple, le maire de Toulouse Métropole tient absolument à ce que lors du feu d'artifice, il puisse appuyer sur un bouton et que tout s'éteigne, et que ça fasse « waouh » et hop, le feu d'artifice. Et derrière, il y a plein de petites gens qui se baladent et qui vont au niveau des armoires et qui vont couper en même temps que le moment où il fait semblant d'appuyer sur un bouton. Ça, c'est la situation de référence. Situation alternative où on introduit du numérique. Alors là, je n'affiche qu'une seule solution alternative, mais en réalité, on en a étudié plusieurs. Donc pour les plus intéressés, vous pourrez lire le rapport. Il y a différents scénarios qui sont mis en œuvre. Mais c'est la solution la plus numérisée, celle où tout est connecté. Vous voyez la situation de référence à gauche, vous voyez la situation numérisée à droite, où il y a des équipements connectés dans les luminaires, dans les armoires, de la communication entre les deux. Ensuite, on passe par un réseau mobile qui va envoyer les informations ou recevoir des commandes à distance, etc., etc. Alors bien sûr, quand on parle de quantification, notre objectif, c'est de quantifier tout ça. Et voici les exemples des effets. Alors, je suis désolé, c'est peut-être un peu petit et je ne vais pas tout vous lire. Donc les effets directs, on pense que c'est relativement facile à trouver. Il y a la fabrication, le déploiement des objets connectés
eux-mêmes l'utilisation des terminaux des utilisateurs, parce qu'avant, la personne qui était sur le terrain avait grosso modo une nacelle et une boîte à outils. Maintenant, il faut un smartphone, etc. etc. L'utilisation des réseaux eux-mêmes pour les échanges de données et les déploiements des logiciels de supervision, bien sûr. Tout ça, ce sont les effets directs. Ensuite, il y a les effets indirects. Le numérique, on sait tous qu'il y a des bugs. Hein. Et donc, quand on déploie un système d'objets connectés et qu'on est content et que le maire de Toulouse il va appuyer et qu'en fait, il n'y a plus rien, parce qu'en fait, c'était pas les bons credentials pour communiquer. Etc. Donc oui, ça arrive, il y a des pannes. Et donc, il y a des déploiements ou des déplacements supplémentaires qui sont liés au système numérique lui-même. Donc, on a tenté de prendre ça en compte avec des retours d'expérience. On évite des déplacements et des déploiements pour pouvoir aller reprogrammer les horloges astronomiques en fonction de différents événements, etc. Donc là, on a une situation d'évitement ou d'optimisation. On va mieux moduler les intensités lumineuses, parce que maintenant, le profil, c'est pas juste du tout plat, c'est je peux faire de la gradation, où j'augmente un peu, puis après je réduis, etc. Alors il faut avoir conscience que pour faire ça, c'est pas que le numérique, c'est aussi la technologie des luminaires elles-mêmes. On passe de lampe à sodium à lampe à LED, etc., etc. Et donc, on a tenté de prendre en compte tous ces différents effets qui s'empilent pour pouvoir distinguer qu'est-ce qui tient du numérique, qu'est-ce qui tient du reste, et à l'échelle d'une collectivité, pour pouvoir ensuite donner un outil de décision à ces différentes collectivités. Et puis, une chose qui est souvent oubliée, c'est les effets indirects de second ordre. Par exemple, je déploie un réseau pour pouvoir télégérer mes luminaires publics. Qu'est-ce que vous pensez que va pas faire la collectivité après ? Attends, maintenant j'ai la connectivité. Attends, je vais mettre des caméras de vidéosurveillance, je vais mettre des capteurs de qualité de l'air, je vais mettre etc., etc. Et donc là, on a une capacité supplémentaire dont on peut se saisir ou pas. Et on a tenté également de quantifier ces différents effets indirects de plus grand ordre. La suite, je vous l'ai dit, le 5 novembre, publication des premiers résultats quantitatifs. Pour les plus curieux, il y aura un rapport qui va faire plusieurs centaines de pages. Pour les gens qui sont un peu curieux, mais qui ont la flemme de tout lire comme un rapport du GIEC, il y aura une synthèse qui ne doit pas faire trop de pages. Donc je vais passer un certain temps ce week-end, parce que cette synthèse, on doit la rendre lundi. Il y aura une synthèse qui, normalement, si tout va bien, on devra faire une trentaine de pages, où on résume les cas d'usage, leurs enjeux, les résultats avec les contextes. Et puis en février, il y aura les autres cas d'usage et un calculateur qui permettra aux différentes personnes de se saisir de ça, de l'utiliser, etc. On n'a pas encore le choix décisif de quel serait le calculateur, mais fort est parié que ce sera un calculateur qui sera aussi accessible pour les gens qui comprennent le déploiement dans le grand public. Donc a priori pas la gestion de l'opacité, et plutôt proche du télétravail ou autre. Et puis derrière, il y aura une séquence, à partir du 5 novembre, on n'a pas encore déterminé les dates, nous allons organiser avec l'ADEME une séquence de webinaires pour aller donner un peu plus de détails dans chacun des cas d'usage, expliciter les résultats, donner en fait des clés de lecture, de compréhension de ces différents résultats pour qu'ensuite vous puissiez vous en saisir dans vos dîners mondains ou dans vos décisions politiques. Et je me retourne vers les gens qui ont des élections municipales l'année prochaine. Voilà, j'ai pris tout mon temps, je suis désolé. Je ne sais pas s'il y aura des questions, si Mathilde, Fanny, Amélie accepteront que je prenne des questions. Là, l'image de conclusion, c'était un peu, il y a du contexte. On sait tous que les technologies en tant que telles, elles ne sont pas bien ou mal, qu'il y a toujours un contexte, et que si on veut le déployer de manière responsable, il faut aussi se poser ces questions. Et je vous pose la question, et vous en êtes où ? Merci Gilot.